Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur Zoom Invest pour cette nouvelle table ronde du 20 avril 2022. Et oui, déjà avril 2022. Alors en cette journée, je suis obligé de trouver ma phrase d'introduction. En cette journée de second tour, enfin en tout cas de débat d'entre-deux tours, je me suis dit comment faire quelque chose pour attirer encore plus l'attention. Et ben, je vais faire une double table ronde ce matin, une première de 10h à 10h30 où nous allons parler évidemment des perspectives macro sur les marchés en ce moment. Et il y a énormément de choses à dire, et une deuxième table ronde de 10h30 à 11h pour parler un peu plus précisément des small and mid cap et de regarder un petit peu l'état des lieux de cette classe d'actifs en ce moment dans ce monde chahuté si lent. Alors, on va commencer tout de suite parce que, évidemment, je suis très content. On ne s'est pas vu, on n'a pas parlé de macro depuis le mois de janvier. Et s'il y a bien un moment où il faut le faire, c'est en ce moment. Je suis moi-même CGP, donc je suis ravi de vous recevoir tous et de poser les questions à mes invités aujourd'hui pour avoir un peu plus d'éclaircissement pour nos clients. Allez, on démarre tout de suite. Je reçois ce matin Matthew Morgan, Investissement Director chez Jupiter AM, Jérôme Tavernier, qui est directeur de la gestion collective chez Vega IM, et bien sûr Gilles Etcheberry-Garay, directeur général d'Invest AM. Messieurs, bonjour, comment allez-vous ce matin? Bonjour Stéphane, très bien, Bonjour merci. Stéphane. Super, tout le monde est plein d'énergie. Alors pour bien aborder les perspectives de ce second trimestre 2022, je pense qu'il est nécessaire, comme je le disais, tout d'abord de poser les bases de notre réflexion dans ce contexte très chahuté. Si vous le voulez bien, on va faire un tour d'horizon. On va essayer d'être un petit peu précis. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on parle très macro et qu'on fasse un tour d'horizon des principaux marqueurs macro qui ont géré votre réflexion ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on doit retenir avant de parler de vos convictions, de tout ce qui s'est passé, que ce soit géopolitique, inflation, taux, il y a énormément de choses, élections peut-être évidemment en ce jour précis. Qui veut commencer? Allez Mathieu, je te laisse la parole. Comment on attaque et comment on aborde ce sujet? Merci Stéphane, bonjour à tous, c'est un grand plaisir comme toujours. Moi je vais parler comme toujours de la marché obligataire. Et là, la performance représente la pire performance qu'on a eue depuis les années 80, c'est-à-dire l'ère de Paul Volcker, l'ancien chef de la Fed, qui faisait à cette époque-là tout son possible pour combattre l'inflation. En effet, l'histoire se répète dans un sens. Le moteur principal de la performance aujourd'hui est la même chose. Les banques centrales et la Fed sont en train de paniquer face à une inflation que, selon leurs analyses, risque de devenir hors de contrôle. Et donc, ils ont donc commencé à augmenter les taux, peut-être d'une manière même plus significative. La rhétorique des banques centrales est devenue beaucoup plus sévère dans les derniers mois. La Fed va également bientôt commencer à réduire son bilan, qui est actuellement à 9 000 milliards de dollars. Donc, il s'agit donc d'une diminution de liquidité énorme. Par conséquent, les rendements aux États-Unis, disons, ont monté de 1,30% depuis le début de l'année. Et actuellement, le marché anticipe que dans les taux, 9 hausses prévues d'ici avant la fin de l'année. Donc, c'est un bouleversement dans les marchés obligataires énorme. Dans les dernières semaines, par contre, on a vu les taux continuer à grimper. Par contre, la performance des actifs risqués a été mixte. Depuis les creux de février, les risques de contagion de cette invasion terrible russe de l'Ukraine ont diminué. Par conséquent, les spreads et les marchés d'actions ont vu une reprise partielle, mais en même temps, la volatilité reste toujours élevée. Les bourses mondiales sont à moins 8% pour l'année et les spreads 0,60% dans le high yield américain, plus important depuis le début 2022. Pour donner un peu de mon avis, de notre avis en équipe, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs se trouvent à un point d'inflexion. Dans un premier temps, les données économiques restent assez stables. La pire crainte de la contagion d'une guerre mondiale s'est affaiblie. Nous sommes toujours dans cette période de réouverture après Covid, ce qui soutient le tourisme, la restauration, etc. Donc, l'humeur actuelle des marchés ne peut pas être trop pessimiste. Mais en même temps, il existe sur l'horizon des signes beaucoup plus troublants. L'inflation, surtout de l'énergie, mais également de la nourriture, menace le revenu disponible des gens partout dans le monde, qui nuit évidemment aux marges dans les entreprises. Les banques centrales prévoient cette diminution que j'évoquais auparavant de liquidité énorme, et en même temps, les dépenses budgétaires se ralentissent.
La Chine continue à suivre cette période, cette politique zéro Covid, très difficile pour son économie, ainsi que des politiques économiques beaucoup plus modérées que par le passé. Et donc, pour moi, cette tension entre stabilité actuelle et inquiétude explique pourquoi les marchés semblent plus difficiles à comprendre en ce moment. Et par exemple, pour finir, nous avons vu une hausse des taux, bien sûr, mais également un aplatissement important des courbes en 2022. Cela indique que les investisseurs prévoient que cette période de durcissement de politique sera suivie d'une période de croissance plus difficile. Très bien, merci Mathieu. On voit une vision très obligataire et très technique. Gilles, je te donne la parole pour faire le lien un petit peu entre les deux, puisque on va dire que on a des maisons très différentes, avec des visions très différentes, et je suis assez content de vous avoir tous les trois. C'est une vision très tôt et très inflationniste aussi chez vous? Bah, il y a un choc inflationniste, hein. Clairement, l'agression russe en Ukraine a Évidemment. créé sur les matières premières un choc un peu similaire au Covid sur les chaînes d'approvisionnement. Le Covid, malheureusement, en tout cas pas en Europe, mais en Chine, a fait un retour, donc il y a aussi un stress sur les chaînes d'approvisionnement industrielles à Shanghai en particulier. Je dirais pour compléter ce qui a été dit, oui, il y a une Fed agressive, il y a des taux qui montent, il y a de l'inflation, il y a des mouvements très forts sur les devises aussi. Hein, on a le dollar qui s'apprécie, le yen qui craque et on voit aussi le yuan chinois bouger. Mais ce qui nous surprend le plus, c'est comme la sérénité des marchés actions dans cet environnement-là. On est qu'à 8 ou 10% des plus hauts, alors que si on liste une guerre, une Fed très agressive, elle parlait de 75 bips hier, une Fed très agressive, des mouvements dans tous les sens, et les actions qui restent à peu près stables, ou enfin baissées à 10% des plus hauts, ça nous paraît un peu surprenant. Et donc, on a tendance à se méfier, mais c'est un peu je dirais, les trois leçons du trimestre. Voilà, les matières premières, ça bouge sur le change. Quatre, allez, comme les mousquetaires, la Fed et les taux qui montent, et enfin des marchés actions qui restent relativement sereins par rapport à tous ces stress sur les autres marchés. Voilà, on en parlera dans la deuxième partie, je pense, Sur, pour sur, dire ce qu'on sur ton suit. Voilà. spectre, sur ton spectre, Gilles, les élections, parce que Mathieu en a pas parlé, mais c'est normal, il se trouve à Londres. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes ou finalement, ça y est, ça a été plus ou moins pricé, quel que soit le résultat? On a vu une petite période de stress avant le premier tour, hein. On a vu les spreads OAT Bund s'écarter, hein. Je veux dire, bon, clairement, on est dans un discours beaucoup moins agressif vis-à-vis de l'Europe, de l'euro, ainsi, donc moins stressant pour les marchés. Après, ça reste quand même, ça sera un choc à plein niveau, même si une partie de la politique est probablement pas applicable, même vis-à-vis de l'Ukraine et autres. On aurait quand même un choc important lundi matin si jamais il y avait une surprise par rapport au sondage actuel. Après, je dirais, est-ce que ça serait les politiques seraient applicables? Est-ce que les référendums seraient applicables? Ce qui se passe en cas de défaite au référendum? Il y aurait plein de variables qui feraient que, je pense, passer le choc, on s'apercevrait qu'une partie de la politique n'est pas forcément d'une part applicable, et d'autres parts étaient moins mises en valeur. En tout cas, il n'y a pas de sortie forte de l'euro, de sortie du Frexit, en tout cas directe, et mise en avant comme telle dans le programme. Donc, ce sera plus difficile à mettre en œuvre. Donc, je pense que les marchés sont plus sereins entre d'une part les programmes et d'autre part les sondages pour le moment. On peut toujours avoir une surprise lundi matin. Jérôme, pour finir, sur la partie equity, je rebondis sur ce que disait Gilles. Finalement, les actions, pour l'instant, en tout cas sur le premier trimestre, même si on n'est plus au plus haut, mais on avait atteint des tels sommets. Ton avis, est-ce que tu vois autre chose, l'inflation? Comment tu analyses finalement ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines? Bah, effectivement, on est sur un triple choc en quelque sorte, un choc sur l'inflation, ça a été dit avec les répercussions sur les taux d'intérêt. Un choc sur la croissance, pas tellement pris en compte à ce stade, un petit peu plus ces derniers jours sur les marchés actions, puis un choc d'incertitude avec le conflit, hein, puisque par rapport à une première idée que la Russie voulait mener une guerre éclair, on voit qu'on a une forme d'enlisement, et c'est assez difficile d'en prévoir le terme, même si stratégiquement, il semble qu'il se soit reconcentré sur l'Est pour essayer d'obtenir une victoire avant la grande fête patriotique du 9 mai. Donc sur l'inflation et la croissance, effectivement, c'était déjà présent avec la réouverture des économies. La guerre en Ukraine vient renforcer ça, notamment sur les prix de l'énergie, hein. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on a aussi une dynamique de l'inflation assez différenciée entre l'Europe et les États-Unis.
où justement en Europe, on a principalement un choc sur les prix de l'énergie et puis une inflation core qui reste quand même plus mesurée, même si elle est au-dessus des objectifs de la BCE. Et aux États-Unis, on a quand même une inflation qui a diffusé plus largement, notamment sur les salaires et les bas salaires, hein, puisqu'il a fallu réattirer les gens après le confinement. Donc on a assez logiquement une Fed qui a haussé le ton. Est-ce que ça sera efficace de monter les taux pour faire baisser les prix de l'énergie? On peut en douter, mais en tous les cas, pour essayer d'ancrer les perspectives d'inflation à terme, c'est plus surprenant la hausse des taux qu'on observe sur les taux longs européens, puisqu'on a quasiment répercuté ce qui s'est passé sur les taux longs américains. On a eu 100 points de base de hausse des taux en zone euro. Donc, ce n'est pas forcément ce qui correspond à terme à la situation européenne, hein, à la fois sur l'inflation et puis les risques de croissance nous semblent plus présents en Europe. D'ailleurs, les perspectives de dégradation de la croissance européenne sont plus importants que ceux de la croissance américaine. Donc, effectivement, les taux, c'était important d'en parler parce qu'on n'ose pas prononcer le mot, mais on a quand même eu un choc extrêmement violent, plus violent qu'en 2018. Hein, c'est un quasi-crack obligataire, on peut le dire, même si on n'aime jamais ça. Ça nous semble sûrement surestimé en zone euro, avec une croissance, effectivement, comme semblent l'indiquer les courbes de taux, hein, qui sont plutôt plates à moyen terme, dans un deuxième temps, avec un risque d'exécution aussi. Hein, si la Fed relève trop brutalement ses taux, elle peut accélérer ce mouvement de ralentissement et pourquoi pas provoquer une récession. Donc, il me semble que progressivement, les craintes sur l'inflation vont se transmuter vers des craintes sur la croissance, et puis avec ce risque, d'autant plus qu'en Chine, on voit que cette politique zéro Covid a mis à nouveau les confinements en première ligne, avec un impact très très important sur l'activité. On a un indicateur d'activité dans les services qui est tombé à 42 par rapport à une neutralité à 50. Néanmoins, dans les mois à venir, quand même, l'indicateur le plus important à surveiller, ça va être cette inflation. On a quand même des chiffres qui devraient rester élevés, mais on anticipe néanmoins une inflexion et à terme une normalisation, même si ça peut prendre du temps aux États-Unis, hein, puisqu'on a une part importante notamment des loyers aux États-Unis. On sait que les prix d'immobilier à ce stade restent quand même plutôt tirés à la hausse. Bon, super, merci beaucoup Jérôme. Alors, merci pour ce tour d'horizon. Alors, on n'a pas, il n'y a pas de surprise particulière, en tout cas selon moi. L'actualité est très dense, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais évidemment, on est là quand même pour parler des perspectives. Donc, il y a forcément des opportunités. Alors, comment on se prépare pour ce second trimestre? Et évidemment, c'est plus ou moins simple. Selon les régions, les zones, etc. Mais exercice un peu difficile. Je reprends ma question. Comment on se prépare si on n'a pas encore investi dans telle ou telle classe d'actifs ou tel secteur? Ou comment on arbitre si on est déjà investi dans les secteurs dans lesquels vous venez finalement d'attirer l'attention sur les inquiétudes? Gilles, je te balance la patate chaude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce second trimestre? Merci. Donc, je dirais que quand même, l'environnement repose sur le fait que la Fed puisse réussir un soft landing, hein, donc l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Malheureusement, ça a été rarement le cas. Hein. 94 est le seul exemple où on a vu, donc on peut estimer qu'il y aura un choc à un moment. Donc, comment on se prépare? On investit sur ce qui a souffert. Ce qui a probablement a trop souffert. Il y a un certain nombre de choses, hein, que ce soit sur les devises, sur les actions, sur les taux. Donc, premièrement, on va parler de duration d'obligations américaines de année. Nous, on avait réduit devant l'évidence, devant la montée de taux, on avait réduit notre duration à travers un aplatisseur de courbe. Là, on s'est remis long parce que maintenant, à 3% sur le 10 ans américain, clairement, c'est allé trop loin pour nous. Et donc là, il y a du potentiel, du fort potentiel. Sur les devises, donc on a eu le dollar, hein, on a fait le bon choix, qui s'apprécie, mais on voit les devises émergentes, en particulier l'Amérique latine, où il y a pas mal de matières premières qui poussent et on a un redressement des actions et des actifs latino-américains depuis le début d'année. Donc c'est une opportunité à la fois en devises et en actions. Sur les actions, on regarde là où il y a eu vraiment des punitions un peu injustes, et un secteur qui a retenu notre attention, c'est l'Internet chinois. On voit bien qu'en Chine, il y a des soucis. Mais l'intérêt des soucis, c'est qu'effectivement, Xi Jinping a besoin de plus de croissance. Hein, il va chercher la croissance où il pourra la trouver. Il a un problème de bulle immobilière, il a un problème de devise, il a un peu pas mal de Covid. Et donc, on voit la pression
diminué sur l'internet et on voit des jeux qui ont été autorisés, on voit des signes un peu, je dirais, bureaucratiques que finalement réprimer l'internet n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, c'est faire de la croissance à tout prix. Et donc nous, c'est un endroit où on a investi récemment. Voilà. Donc on a une certaine prudence sur les actions. Mais on trouve des choses intéressantes sur l'obligataire. Hein. Clairement, le choc obligataire était très important, donc on peut commencer à fouiller les décombres. S'il y a des choses intéressantes, les devises, des mouvements dans tous les sens. Le yen qui a craqué, là on voit le yuan chinois qui commence à bouger, le dollar qui se porte plutôt très très bien, 1,08 contre l'euro, donc ça a favorisé nos performances. Voilà, donc on continue. Et les matières premières, nouveauté, hein, on en parlait peu jusqu'à présent. Nous, on était très présents sur les matières premières énergétiques et industrielles. On ne fait pas de matières premières agricoles. Mais donc voilà, on a diversifié, élargi notre scope au maximum. Il y a de la volatilité. Quand il y a des volatilités, il y a des opportunités. Donc voilà, ce ne sera pas forcément être long en action sur le deuxième trimestre, mais il y aura d'autres choses à faire. Et c'est Non, mais ça qu'on merci, a des c'est un fonds message, diversifiés. ouais, c'est un message positif, c'est bien. Petite question, Gilles, juste 30 secondes. Je vois quand même que souvent, quand on discute, et ça fait plusieurs fois qu'on fait des tables rondes, on regarde souvent les États-Unis quand même. Là, aujourd'hui, c'est clairement là que ça va se passer, de façon plus importante que la géopolitique européenne, selon toi? D'un point de vue technique, je Oui, parle, hein. d'un point de vue technique. Alors, technique de marché, Omar Bardé disent, les amateurs discutent de tactique, les pros étudient la logistique. La logistique des marchés, c'est la Fed, oui, on le voit en Russie, la logistique, c'est quelque chose d'important. Et la logistique des marchés, c'est la Fed. C'est le marché le plus important, le plus directeur. C'est là où ça bouge le plus en termes de banque centrale. On voit bien que la BCE est un peu à la remorque du fait du conflit, c'est tout à fait normal. Hein. Il y a comme un choc très important à la limite de l'Europe. Donc, oui, le cœur du marché, le marché directeur des actions, ça reste les États-Unis. Même s'il se passe des choses en Chine, il se passe des choses en Europe, il se passe des choses dans les marchés émergents, mais ça reste le segment directeur. Jérôme, tes convictions, qu'est-ce qu'on fait là pour le prochain trimestre? Alors, c'est pas forcément pour le prochain trimestre, mais vers quoi ton regard se porte actuellement, pour donner des bonnes nouvelles à nos auditeurs? Bah, effectivement, comme indiqué, moi, il me semble que dans les mois à venir, on se focalisera moins sur l'inflation qui va se normaliser, même très progressivement, mais surtout que les inquiétudes, finalement, la thématique, ça va être plutôt la baisse de la croissance, peut-être plus marquée que ce qu'on anticipe, notamment si la guerre dure un petit peu longtemps, et puis peut-être des risques de récession si la Fed allait trop loin, mais on pense qu'elle sera pragmatique néanmoins, ce n'est pas notre scénario central. Donc pour nous, ça devrait conduire à une baisse quand même de la tension sur les taux longs, hein, ces perspectives de croissance amoindries, surtout en zone euro, parce que les choses sont allées quand même très vite et très fort. Donc dans ce contexte, nous on pense qu'on pourra commencer à se réintéresser aux obligations privées, hein, avec des taux de portage qui sont quand même redevenus très attractifs. On ne les avait pas connus sur ces niveaux-là depuis longtemps, notamment dans l'investment grade, alors qu'on anticipe des taux de défaut qui vont rester stables. Et surtout, si le risque principal devient celui sur la croissance, on sait que les obligations, les taux, le marché obligataire se nourrit plutôt quand même des craintes à ce sujet et au contraire souffre quand on se focalise plus sur les risques d'inflation. Et sur les actions, on pense que un peu en parallèle, en fait, on aura un comportement des marchés actions qui devrait devenir plus favorable aux valeurs de croissance. Hein. Depuis le début de l'année, on a une surperformance de la value dans un premier temps de manière un peu pavlovienne avec la hausse des taux, la value qui tire son épingle du jeu, légèrement positif, alors qu'on est à moins 10, moins 12 sur les valeurs de croissance. Depuis un mois, ça s'est déjà rééquilibré d'ailleurs, avec un environnement qui semble moins favorable qu'en début d'année pour ce style value et notamment pour les banques. Hein. Donc dans un environnement où la croissance, je reviens à ça, va être raréfiée, il est vraiment temps de commencer à se réintéresser aux valeurs de croissance. Elles ont démontré leur capacité à évoluer favorablement dans des environnements où justement la croissance est plus raréfiée, hein, avec des business models plus résilients. Donc ça nous semble d'autant plus indiqué de s'y réintéresser que ces valeurs étaient devenues très très chères en début d'année et la prime par rapport à la value s'est quand même dégonflée de manière assez conséquente. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais commencer à s'y réintéresser assez progressivement au fur et à mesure qu'on parlera moins d'inflation, mais plus de potentialité d'une baisse de croissance et de risques importants sur la croissance, notamment en Europe.
Bon, c'est pas une question piège du tout, hein, Jérôme, mais est-ce qu'il y a des secteurs, parce que évidemment en ce moment on entend pas mal parler de ce virage value croissance, et je sais que chez Vega, les valeurs de croissance, c'est un truc que vous avez toujours beaucoup surveillé, même quand il y a des grandes tendances de disruption. Tu as des secteurs comme ça, soit à complètement éliminer, soit vraiment à regarder avec un peu plus de précision, même si c'est un peu tôt? Bah, nous, on commence effectivement à regarder un secteur qu'on a toujours beaucoup aimé, qui est le secteur du luxe, hein, des LVMH, des Kering, qui elle-même a une décote par rapport à ses pairs dans le secteur. Donc, c'était des valeurs, voire des Hermès, hein, des valeurs qui étaient très, très chères. Alors, elles restent chères, mais typiquement, bah, on connaît leur résilience dans ces environnements où l'air croissant c'est un peu raréfié. Si on reste très positif à terme sur ce secteur, même s'il a souffert depuis le début de l'année, oui. OK, non, non, mais c'est intéressant de voir revenir toujours et Les encore fondamentaux. les fondamentaux. Moi, j'aime bien parce que je suis un vieux de la vieille, ça se voit pas beaucoup, mais regardez un petit peu de barre quand même. Alors Mathieu, exercice difficile pour toi parce que là, évidemment, sur l'obligataire, où sont les opportunités? Parce qu'évidemment, il y en a quelque part et on te fait confiance pour en trouver. Que fait Oui, Jupiter? enfin, je suis un peu d'accord avec Jérôme parce que les taux de portage deviennent très très intéressants en ce moment, mais en même temps, pour nous, ce que les investisseurs sous-estiment actuellement, c'est l'affaiblissement économique qui nous attend. Donc, je peux pas vous donner une vision tellement positive que vous cherchez, Stéphane. Mais avant tout ça, peut-être la question que nos clients me posent le plus fréquemment, c'est quid des taux après cette hausse. J'ai déjà dit que le marché anticipe déjà 9 hausses des taux cette année, donc c'est déjà beaucoup, c'est ancré dans les prix actuels des obligations, mais il faut commencer à se poser une question, est-ce que nous sommes sur le point de changer de régime économique qu'on a connu depuis si longtemps? Est-ce que nous entrons dans un monde d'inflation plus élevée, croissance plus robuste, des taux au-dessus de 2,50%, parce que les marchés anticipent déjà que nous atteindrons 2,50% à la fin de 2022. Donc, mais pour nous, la réponse reste non. Nous sommes toujours dans un monde où ces deux moteurs très puissants de démographie, de surendettement continuent à reprimer à long terme la croissance et donc les taux. Nous estimons en même temps que cette inflation va commencer bientôt à diminuer rapidement. Nous sommes actuellement à peak inflation, comme ça se dit en anglais, c'est-à-dire les taux d'inflation les plus élevés. Pour nous, une grande partie de cette inflation reste toujours liée à la pandémie, les chocs logistiques, etc., aggravée évidemment par l'invasion de l'Ukraine, les prix pétroliers, etc. Mais déjà dans les données les plus récentes aux US, la semaine dernière, nous voyons des signes que l'inflation de base commence à ralentir. Mais le plus important pour nous, comme j'évoquais au début, c'est nous prévoir une période de ralentissement économique qui va évidemment reprimer l'inflation. Déjà, le consommateur aux US, qui représente 70% de l'économie américaine, se trouve sous une pression énorme. Et c'est pas seulement aux US, le coût de vie monte partout, la nourriture, les pétroles. Aux US, les taux hypothécaires ont atteint un niveau qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Ceci pose de graves problèmes pour les entreprises qui elles-mêmes souffrent de coûts d'emprunt élevés. En même temps, d'autres moteurs, les dépenses budgétaires sont plus faibles que dans les années récentes, qui traînent sur la croissance. Et enfin, la Chine, qui a été depuis longtemps, comme évoqué Gilles et Jérôme, le moteur de croissance mondiale, s'approche peut-être elle-même d'une récession. Et qui plus est, à ce moment de faiblesse, la Fed, les autres banques centrales commencent à diminuer la liquidité. C'est très difficile pour les économies. Et donc, pour nous, pour conclure, bien que la Fed fasse tout son possible pour lutter contre l'inflation, à chaque fois dans l'histoire que la Fed a réussi cet atterrissage en douceur, c'est-à-dire un soft landing, ils avaient augmenté les taux bien en avance et la croissance se reprenait. Aujourd'hui, elle est en retard et la croissance s'affaiblit. Donc, nous sommes convaincus que la récession va remplacer l'inflation, la Fed sera obligée de ralentir, et puis veut-il avoir une politique plus dovish. Donc, pour conclure, nous allons voir des taux beaucoup plus bas d'ici dans les prochains 12 mois. Et à mesure que les investisseurs se rendent compte que de cette récession que nous prévoyons en Europe et peut-être aux États-Unis, nous prévoyons une volatilité plus élevée dans les actifs risqués. OK, super. Merci Mathieu. Alors,
Bah, maintenant, vous savez très bien parce que beaucoup d'entre vous nous suivent, régulièrement tous les mois, donc ils vous connaissent, ils nous connaissent, ils connaissent votre offre. J'aime bien finir sur du concret. Est-ce qu'on peut se donner, allez, il est presque 10h25 déjà, mon Dieu, le temps passe. On va se donner un petit peu moins de 2 minutes chacun. Est-ce qu'on fait un petit focus sur, une gamme de produits ou l'un de vos produits que vous voulez mettre en avant très clairement et qui serait celui sur lequel nos auditeurs pourraient se pencher là, pour corroborer finalement les convictions que vous venez de partager avec moi? Jérôme, je te laisse démarrer cet exercice. Qu'est-ce D'accord, qu'on fait chez merci. Vega? Bah, je ne vais pas surprendre, hein, chez Vega, on a un ADN de valeurs de croissance, de valeurs de qualité, hein, qui présentent des avantages compétitifs pérennes. Justement, ça a été évoqué, susceptible de surperformer dans un scénario de croissance affaibli. Donc, nous, on pense que c'est le moment de s'y intéresser à nouveau, notamment au travers des fonds de la gamme Vega. Ça peut être aussi l'occasion de revenir sur des profils diversifiés, hein, après le choc qu'on a connu sur l'obligataire et puis les incertitudes qui restent présentes sur le marché. Donc, on trouve des points d'entrée intéressants sur les obligations privées, avec des taux de défaut qui devraient rester quand même relativement faibles. Donc, le crédit devient plus attractif, hein, avec un caractère assez robuste. Maintenant qu'on a connu le choc sur les taux, on ne va pas avoir 100 points de base de hausse des taux en zone euro pendant toute l'année. Donc, nous, on pense qu'on peut commencer à se réintéresser à un fonds comme Vega Euro Rendement ISR. C'est notre fonds phare, il fait 1,3 milliard d'encours. Il présente un risque action modéré, hein, pour faire face à la volatilité actuelle, de l'ordre de 20%, essentiellement sur des valeurs de croissance, et aussi une poche d'obligations privées qui devient assez attractif, hein. La poche d'obligations privées dans Vega Euro Rendement, elle a un taux de portage de plus de 3% pour une sensibilité un peu supérieure à 2. Donc, il y a longtemps qu'on n'a pas connu, on va dire, des opportunités pareilles. Donc, ça nous semble un bon mix. Et si on fait l'analogie 2018-2019 qui pourrait être concentrée sur une seule année, finalement, on sait que ce type de fonds a perdu en 2018, mais a fait plus que récupérer ensuite, lorsqu'on a eu vraiment à nouveau des inquiétudes très fortes qui sont passées de la hausse des taux à l'affaiblissement de la croissance. Donc, on pense que ça pourrait se produire dans le courant de l'année et que c'est un bon point d'entrée à surveiller sur Vega Euro Rendement, un fonds qui est par ailleurs labellisé ISR, donc ce qui ne gâte rien par rapport aux demandes actuelles des investisseurs. Super, bravo, superbe pitch. Matthew, Oui, je difficile ne vais pas vous exercice. surprendre non plus, Stéphane. Je vais parler, Pourquoi? comme toujours, du Peter Dynamic Bond, une stratégie très flexible qui peut s'emparer de tous les outils dans l'obligataire pour donner une performance. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous profitons de cette hausse des taux remarquable pour rajouter, pour augmenter, disons, la duration de la stratégie. Et nous avons profité un peu de la volatilité pour augmenter, pour ajouter du high yield. À part ça, la stratégie actuellement est très conservatrice pour pouvoir profiter de la volatilité future. Ce que cette stratégie a fait depuis longtemps, depuis une décennie en fait, elle a surperformé ses concurrents avec une volatilité inférieure à 3,50% depuis son début. Elle a un rendement aujourd'hui à 4,70%, avec une notation moyenne investment grade, et c'est SRI 3. Donc, je vous rappelle que dans l'obligataire, c'est le rendement initial qui est le vecteur principal de la performance future. Et à ces niveaux de rendement, ça devient beaucoup plus intéressant pour nous. Et également pour les gérants actifs, cette volatilité, ces divergences offrent des occasions que nous n'avons pas vues depuis peut-être 10 ans. Donc, c'est vraiment une période intéressante pour l'obligation. Super, merci Mathieu. Donc on note Dynamic Bonds, Jupiter, ça c'est très bien. C'est pas très surprenant, pardon. Gilles, même chose. Quel profil on va choisir dans ta gamme, évidemment les trois, mais qu'est-ce que tu as fait comme arbitrage ces dernières semaines? Ouais, je dirais que si les gens qui ont pu voir sur le site Zoom peuvent voir que nos fonds diversifiés sont tous positifs et en tête de la catégorie diversifiée sur Zoom, hein, donc que ce soit patrimoine, équilibre et même croissance, il n'est pas affiché mais il est aussi positif. Je dirais que si ce qu'on a dit se valide, hein, si on voit l'inflation baisser un peu, si on voit un problème sur la croissance, on risque d'avoir des problèmes sur les actions, mais sur les marchés obligataires, on va gagner pas mal d'argent. Et je pense que dans ce cas-là, patrimoine et équilibre poursuivront leur performance positive et même largement positive pour patrimoine sur 2022. Donc voilà, je dirais que on est On reste équipé prudent. pour faire face. Plutôt prudent, mais on a réussi les chocs et les baisses de tous les marchés parce qu'il faut voir que le premier trimestre, c'est baisse sur les actions, baisse sur les obligations
et on a réussi à sortir quand même une performance positive sur l'ensemble de nos profils dans ces circonstances. Donc on va Super. essayer de poursuivre ça sur le restant de l'année. Merci messieurs, bravo pour cet exercice. La demi-heure est passée très très rapidement, comme toujours. Alors qu'est-ce qu'on note? On va noter évidemment, pas de surprise, que les regards sont tournés évidemment vers fin ou pas fin de l'inflation. J'ai bien compris que mes trois invités pensaient qu'on était arrivé au pic de cette partie-là. On va quand même regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, parce qu'évidemment, il pourrait y avoir des conséquences sur l'equity et sur les actions, en particulier sur la croissance. Est-ce qu'elle va finalement se maintenir? Est-ce que la baisse va être accentuée, évidemment, dans les semaines qui viennent? J'espère qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse. Merci, messieurs. Je vous dis à bientôt. On retrouve évidemment nos trois maisons de gestion qui ont fait le plaisir d'être avec moi ce matin pour parler macro. Je vous invite évidemment à rentrer en contact avec leurs équipes sales pour aller plus loin dans la démonstration des convictions qu'ils nous ont apportées. Allez, on se retrouve dans une petite minute pour notre deuxième table ronde sur les small et mid cap. À tout de suite.